Bienvenue Nabila Mounib. Merci beaucoup pour cette invitation à l'info en face. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté notre invitation. Nabila Mounib, je rappelle que vous êtes secrétaire générale du PSU, le Parti Socialiste Unifié. Oui. Je ne vais pas vous prendre du dépourvu, Ramadan et autres, mais j'ai l'impression que vous avez disparu des radars politico-médiatiques ces derniers temps. Alors, effet Ramadan, pas effet Ramadan, vous êtes occupé, vous avez d'autres préoccupations? Pas du tout, même Ramadan par Ramadan. J'étais avant-hier à Marrakech pour débattre de l'école, oui, de comment réhabiliter l'école. J'étais la semaine dernière, il y a 2 semaines à Tétouan. Je suis sur les réseaux aussi, je suis sur les journaux électroniques, sur El Amr, sur febrail.com, ça a fait même le buzz. Je ne sais pas si vous me suivez de près. Si, je vous suis d'ailleurs. Je vais vous aussi vous interpeller aussi là-dessus sur la nature des buzz. Mais vous savez, même les buzz, il y a les buzz et les bad buzz aussi. Donc, oui, tout à fait. Mais en même temps, comme les on news et les travaille fake news. au niveau du parti pour la traduction de notre projet et avec nos camarades au niveau de la FGD, la Fédération de la Gauche démocratique. Donc, c'est des réunions, c'est du boulot, c'est beaucoup d'engagement. Oui, on va y revenir d'ailleurs un peu là-dessus, mais parce que moi je suis aux assises de la fiscalité. J'ai dit, je vais voir Nabila Mounib, je vais voir des propositions du PSU, le Parti Socialiste Unifié, si on reste rien que sur l'actualité récente. Exactement. J'ai pas vu grand-chose. Je me dis, est-ce que le PSU, les camarades faisaient dodo? Est-ce que ça les intéresse pas la fiscalité? Est-ce qu'ils considèrent que c'est accessoire? Non, pas du tout. Écoutez, avant la tenue des assises fiscales, nous avons rencontré les responsables de la Direction générale des impôts et c'était l'occasion pour présenter notre projet de réforme fiscale pour le pays en tant que Fédération de la Gauche démocratique. Donc on était les 3 partis présents avec Najib Arsbi qui est l'économiste du parti en fait. Oui, il y a l'économiste, ils sont nombreux quand même, il n'y a pas qu'un seul économiste. Nous avons présenté notre vision pour la réforme fiscale au Maroc et en même temps présenté une critique des anciennes assises, les assises précédentes, parce que il y avait quand même plusieurs séances, plus de 60 recommandations qui n'ont pas été appliquées. Aujourd'hui, on rebelote sur des assises. Donc, c'était l'occasion de présenter notre projet, qui a été vraiment apprécié. D'ailleurs, on nous a dit ça, c'est un projet complet de réforme qui tient en compte le modèle économique de notre pays. La mesure phare, parce que j'ai pas trouvé de mesure phare. PSU, c'est pour ça que je vous pose la question, Nabila Mounib. C'est bon, on ira sur d'autres sujets, sur d'autres réformes aussi, sur l'école, sur l'éducation, sur la formation professionnelle, modèle de développement, mais rien que sur la fiscalité. Mesure phare, proposition phare du PSU. Les propositions phares de la fiscalité pour réformer véritablement notre fiscalité sont en rapport aussi avec la mise en place d'un nouveau modèle, parce qu'en fait, la crise fiscale, si on peut appeler les choses comme cela, ce n'est que le reflet de l'échec du modèle de développement au Maroc. C'est-à-dire que la première réforme fiscale, c'est une réforme politique. C'est-à-dire, il faut arrêter l'hémorragie, de la fraude, de l'évasion, de la rente, etc., pour essayer de mettre en place un modèle de développement économique mixte qui puisse être efficace. Et pour nous, la réforme fiscale, c'est une réforme qui doit justement être juste, équitable et efficace, parce que il n'y a pas d'efficacité. Les mesures concrètes, bien sûr, qu'on en a présentées pour essayer d'élargir, bien sûr, l'assiette fiscale. Plus de cotisants, vous êtes d'accord avec Mohamed Ben Chaboun lorsqu'il dit il faut élargir l'assiette à la fois au niveau d'IS entreprise et à la fois au niveau de l'IR surtout essentiellement au niveau des professions libérales. Oui, mais il faut aussi un équilibre entre l'imposition du capital et l'imposition du travail. Et il faut aussi tenir compte... Rééquilibrage, en fait, vous voulez dire? Exactement, un rééquilibrage, mais tenir compte aussi d'autres facteurs. La fiscalité régionale, par exemple, la fiscalité écologique, imposer véritablement l'agriculture. Donc, plusieurs mesures qui ont été proposées, mais ces mesures-là ne pourront pas être efficaces si elles ne sont pas intégrées à une nouvelle vision d'un modèle économique qui devrait revoir le financement de l'économie marocaine, qui devrait revoir un peu l'ouverture de l'économie marocaine sur question des accords de libre-échange, aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que vous considérez qu'il faudrait avoir un IS, un impôt sur les sociétés beaucoup plus attractif pour attirer les investissements, ou pas, par exemple?
Sachant que nous, on est autour de 31%, oui, et que la moyenne mondiale, elle est entre 23 et 25%. Est-ce que vous pensez qu'il y a un ajustement à faire dans ce sens ou pas? La solution n'est pas toujours de baisser l'impôt par rapport aux entreprises pour les inciter à venir et à travailler, etc. Ce n'est pas que cela. C'est-à-dire, généralement, c'est un point cardinal. C'est un point important, mais toute maintenant, la planète aujourd'hui, tous les pays souhaitent attirer des investissements. L'impôt repose surtout, les études le démontrent, sur la classe moyenne. C'est l'impôt sur le revenu qui est très progressif, qui passe de 0 à 10, à 20, à 30 même. Donc c'est toute va la jusqu'à politique. 38 à partir de 10 000 dirhams. Oui, mais c'est toute la politique fiscale qui devrait être. Il faut alléger l'IR sur les salariés du secteur privé. Sur les salariés du secteur privé. Parce que vous dites il faut l'IS, on le laisse à 31% pour vous. Ça sert à rien de le baisser pour le baisser. Je pense qu'il faut proposer. Pas seulement parler de chiffres concernant l'IS ou comment doit se faire la révision de la progressivité de l'IR, etc. Mais il faudrait faire une proposition globale. C'est ce que nous avons fait. Donc notre projet, il est là. Je ne sais pas, vous l'avez pas trouvé. Il est sur notre site. Il est pas parce que je me dis aujourd'hui, après les assises, tout le monde dit maintenant le plus dur commence. Bon, le plus dur commence, j'allais dire. Le plus dur commence, mais pour écoutez, on ne peut pas. Vous êtes chef d'un parti politique. Oui. Voilà, de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut concrètement? Qu'est-ce qu'on veut concrètement? Est-ce qu'on veut plus d'investissement et d'investisseurs avec une baisse de l'IS? Est-ce qu'on veut plus de création d'emplois et de relance du pouvoir d'achat en baissant l'IR sur les salariés et en augmentant l'assiette fiscale, en ayant plus de cotisants au niveau des professions libérales? Qu'est-ce qu'on veut concrètement? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que tous les pays du monde aujourd'hui, toutes les économies se battent pour attirer les investisseurs et se battent sur le coût du travail. Écoutez, des pays comme le Bangladesh, je l'ai vu aujourd'hui, il y a des pays, d'ailleurs, je tombais là-dessus, sur l'Éthiopie, qui est devenue la base arrière, qui n'est pas très loin de chez nous. C'est le pays qui a le niveau de croissance le plus élevé elle arrive à 10, au monde. Exactement, je sais. Mais chez nous, le problème, c'est celui de mettre en place un nouveau modèle économique. Mais comment, la philosophie, c'est quoi? Pardon? Est-ce qu'on va être la destination en fait où le coût du travail va être le moins élevé, donc on va pouvoir attirer les grandes marques? Non, mais écoutez, de toute façon, le choix qui a été fait par le Maroc concernant le modèle de développement ces dernières décennies, c'était celui d'attirer les investissements directs étrangers. Entre autres, et d'inciter bien sûr mais rien n'a été fait justement concrètement pour essayer d'attirer. Bien sûr, il y a eu le plan des grands chantiers, etc. C'est important, mais le manque de transparence, l'absence de compétitivité réelle, le fait que la compétitivité réelle, c'est-à-dire qu'on ne soit pas compétitif nous, Maroc, en matière de quoi? De proposition de compétences, de bassin d'emploi. Non, on ne parle pas encore de compétences, on parle juste de climat global pour les affaires et pour les investissements. Il y a un progrès qui a été fait au niveau du doing business. Il n'y a pas de progrès. Moi, je dis, c'est pour ça que j'ai dit au départ que la première réforme économique pour mettre en place ce modèle, c'est une réforme politique. C'est-à-dire, il faut prendre des décisions politiques pour essayer d'engager le pays vers la démocratisation et la vraie modernisation. Ça passe par quoi? Donc, ça passe par des lois, ça passe par des réformes. Une loi comme quoi, par exemple? Celle que personne n'a voulu voter, qui est la déclaration du patrimoine Non, mais ça, c'est un petit détail. Je sais pas. Non, c'est important. Dans les pays développés, nous, on est même pour l'impôt général sur la fortune, lors de la transmission aussi, de l'héritage, etc. Taxer la transmission, mais bien taxer le patrimoine. Bien sûr, parce que le patrimoine est resté pendant des décennies concentré dans les mêmes mains. Donc moi, je ne parle pas de petits détails. Le détail, on y a pensé. Il y a un projet complet pour cela. Mais moi, je parle du projet de développement économique de notre pays qui doit prendre en compte la mise en place d'une vraie régionalisation qui pourrait donner la possibilité de mettre en place, pourquoi pas, une fiscalité régionale efficace et encourager le développement local, etc., qui pourrait être à l'origine d'un développement national plus efficace. Revoir le modèle de financement. Revoir aussi l'ouverture de notre pays. Parce que nous, l'ouverture à l'international. Bien sûr, les accords de libre-échange, il faudrait les revoir pour que ce soit quelque chose qui puisse être efficace et aussi rentable pour le pays. Nous, on n'est pas là que pour s'ouvrir et brader nos emplois. D'ailleurs, tout ça. C'est quoi la solution? C'est se fermer? Pas du tout. Non, parce que là, ce qu'on a fait. L'ouverture doit être étudiée. Oui. Tout doit se faire selon une stratégie visionnaire pour un pays qui veut émerger. Donc nous, on est encore dans la dépendance, on est encore dans le sous-développement. Voilà, il y a qu'à voir notre situation concernant les taux de pauvreté, de marginalisation, de chômage. Est-ce qu'on a du mal en fait à concevoir? On a du mal et aucun politique n'est arrivé à mettre la société au travail.
Est-ce que c'est ça le vrai challenge aujourd'hui? Non, mais la question du travail... Plutôt que de se dire, on a signé des accords de libre-échange avec une trentaine, quarantaine de pays, et en fait, c'est à notre désavantage. C'est à notre désavantage, tout à fait. Pourquoi avec la Turquie, c'est à notre désavantage? Parce que nous n'avons pas bien ficelé l'accord. C'est pas parce que la Turquie profite et nous ne profitons pas. Mais pourquoi? Moi, j'ai entendu parler d'un bateau marocain qui est parti avec des foulards. Oui. Ils ont compté jusqu'au dernier foulard pour trouver 2 foulards en plus. C'est-à-dire que lorsqu'on dit... pointilleux. Non, mais c'est pas question de pointilleux. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas. Quand on s'ouvre, on ne sait pas défendre les intérêts des entreprises marocaines. On s'ouvre pour que l'autre vienne profiter. Et voilà. Donc, c'est peut-être une question aussi de précipitation, d'absence de stratégie. Et au-delà, une question d'absence de compétences aussi. Parce que si nos entreprises ne sont pas suffisamment rentables et performantes et compétitives, c'est pas de la faute des pays avec qui nous avons signé des accords de libre-échange, on est bien d'accord. Mais non, mais bien sûr, mais nos entreprises doivent être aussi se mettre aux normes internationales, bien entendu. Elles savent ça, elles savent très bien, elles peuvent pas exporter si elles ne sont pas aux normes. Mais moi, je dis que les responsables aujourd'hui n'ont pas su défendre l'entreprise marocaine. Il y a des secteurs qui devraient être protégés, par exemple au Maroc, pour laisser se développer certaines entreprises marocaines et pas cette ouverture que j'appellerais anarchique. Donc, l'adhésion qui a été prise, plus ou moins, en tout cas, qui devrait l'être là, lors des assises de la fiscalité, au lendemain des assises, c'est un peu des appuis budgétaires pour soutenir des secteurs d'activité, mais que ce soit limité dans le temps. Ça, vous applaudissez? Pourquoi pas? Pas d'incitation fiscale. Oui, mais bien sûr. Nous, on a dit que, par exemple, pour encourager les petites et moyennes entreprises, quand même, à pouvoir pas seulement survivre, mais à pouvoir produire et pourquoi pas faire des profits demain, etc., il faudrait penser au soutien. Le Maroc avait pensé aux incubateurs, des trucs comme ça, mais il n'y a pas eu d'accompagnement. La question de finances reste vraiment très, très compliquée. Donc aujourd'hui, là aussi, il ne faut pas des petites mesurettes. Moi, je pense qu'il faut penser global. Global au sein du projet. Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les secteurs porteurs au Maroc? Quelles sont les idées nouvelles? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, de l'écologie, etc. Donc tout ça, il faut penser des niches pour de nouveaux métiers, pour de nouvelles compétences. Mais là, il ne faut pas seulement penser, il faut agir au niveau de l'école. On va peut-être parler de l'école. On va parler tout de suite, parce qu'en plus, je rappelle que vous êtes prof universitaire. Oui, donc l'école aujourd'hui, malheureusement, on nous rabat les oreilles en nous disant qu'il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi. Oui, mais ce n'est pas l'université, ce ne sont pas les écoles supérieures qui en sont responsables ou seuls responsables. Donc ce sont des choix qui ont été opérés au niveau des réformes, entre guillemets, au niveau de l'université, qui aujourd'hui nous ont conduit vers un système, le système LMD par exemple, ce qui entraîne un saucissonnage des formations. Master, Oui, et plein de modules. Les étudiants n'ont plus accès à un savoir qui est bien construit. Dans les facs des sciences, on n'étudie pas l'histoire des sciences. Mais l'école, ça commence à la fac ou ça commence dès l'école maternelle, voire la crèche aujourd'hui, parce au que préscolaire. Vous avez commencé par l'université. Moi, je vous dis, l'université. Vous êtes prof universitaire. Oui, mais nous recueillons le fruit justement de ce système éducatif qui normalement doit démarrer efficacement pour tous au niveau du préscolaire, chose qui n'est pas faite parce que l'État se débarrasse du préscolaire au profit d'un privé qui est mal formé, mal préparé et qui pense que l'enseignement c'est un supermarché. Quand vous dites le privé, c'est-à-dire tout le secteur privé ou des établissements des secteurs Non, moi je vous parle des établissements privés. Oui, voilà. Et vous dites que l'État en fait a délégué ou s'est débarrassé pour reprendre votre terme. Mais je veux dire, est-ce que vous globalisez, vous généralisez tous les secteurs privés ou c'est des établissements des secteurs privés? Des établissements, la plupart, parce que c'est un système lucratif. Une fois que nous avons cassé la confiance des familles dans l'école publique, etc. Voilà. Donc, on ne peut pas aujourd'hui venir dire il y a un problème économique alors que nous avons aussi un problème au niveau de notre système éducatif qui est en échec. Donc, il faut. Tout à l'heure, on parlait de modèle. Mais je continue cette phrase parce que c'est très important. Modèle économique. Oui. Les accords de libre-échange, vous disiez. Il faudrait accompagner les entreprises marocaines parce que les accords de libre-échange ne sont pas notre avantage. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Tout à fait. On a basculé tout naturellement, on a transité vers l'école. Oui, on a transité vers l'école parce qu'il faut des compétences. Vers l'école, on dit aussi, et vous êtes en train de dire implicitement que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Mais là, c'est pas la faute de la Turquie ou d'autres pays avec qui on a signé les accords de libre-échange. Là, c'est de notre faute. C'est nos choix. C'est les choix qui ont été opérés au Maroc, qui ne sont pas des choix démocratiques. Nous n'avons pas mis en place l'école du peuple, une école égalitaire, émancipatrice.
C'est tout au contraire. Nous avons mis en place une école à 5 vitesses. Donc vous avez l'enseignement traditionnel, l'enseignement religieux, l'enseignement public, l'enseignement privé et puis l'enseignement des missions. Donc imaginez un peu ce qui a été fait. Et aujourd'hui, au niveau du supérieur, nous importons des universités clés en main. C'est terrible. C'est un choix, c'est-à-dire assumer politiquement à oui, l'époque, lorsque la scène d'objet était mise sur l'enseignement supérieur. Ben écoutez, ça qui a été votre de ministre, toute façon, les choix qui ont été opérés au niveau de l'enseignement au Maroc. Si on s'ouvre d'un point de vue économique, il faut aussi s'ouvrir au niveau de l'école et de l'enseignement supérieur, me semble-t-il, non? L'ouverture, c'est l'ouverture sur les sciences, sur la technologie. C'est pas l'ouverture sur la marchandisation de l'enseignement. Sur le savoir. Le savoir, oui, mais le savoir bien construit. Bien fait. Aujourd'hui, nous avons des savants marocains qui ont émigré à l'étranger. Ils se comptent en milliers. Ces savants-là, toutes disciplines confondues, nous en avons besoin pour construire ce nouveau modèle, parce que le nouveau modèle, ce n'est pas seulement un modèle économique, c'est un modèle sociétal. Ils peuvent être utiles aussi là où ils sont. Ils sont pas bien sûr qu'ils sont utiles, mais nous en avons besoin. Écoutez, c'est une hémorragie terrible que nous ne pouvons pas supporter. Nous avons besoin de compétences. Non, c'est pas vous qui dire ça. Une ouverture qui soit, c'est-à-dire régulée. Je veux bien que des Marocains fassent partie du CERN, qui vont aller jusqu'au Big Bang, etc. Il y en a. Oui. Mais ils travaillent à l'université marocaine et ils sont en collaboration avec ces universités-là. Mais de là à immigrer complètement et totalement, non. Il faudrait qu'ils puissent rester ici pour dynamiser l'université marocaine, les grandes écoles. Avec leurs femmes et leurs enfants. Bien sûr que c'est leur choix, c'est la liberté. Mais s'ils avaient trouvé l'environnement adéquat, ils seraient restés ici. Notre pays, aujourd'hui, nous voyons une émigration dans l'autre sens. Les gens arrivent avec une retraite de 2000 €. Ils vivent ici comme des rois. Alors moi, je veux que c'est bien aussi, non? C'est tant mieux, bienvenue. Mais moi, je veux que les Marocains... C'est pas des faux débats, ça, en fait? Non, pas du tout. Nous sommes un pays en développement. On a des étrangers qui viennent. Un pays en développement a besoin de ses compétences nationales. C'est comme ça, parce que ces gens qui viennent chez nous, ils sont pas là pour, ils n'ont pas le souci de relever l'économie marocaine ou introduire des réformes. Mais ils dépensent de l'argent. Ils dépensent de l'argent, ils sont les bienvenus. C'est comme des touristes qui s'installent. Ce n'est pas le débat. Bienvenue, il n'y a pas de problème. Ils seront les bienvenus. Mais moi, je parle des compétences marocaines qui émigrent parce que l'environnement n'est pas adéquat et parce que tous les systèmes de réforme au niveau de l'école, tous cycles confondus, c'était des systèmes foireux qui nous ont menés à l'échec. Ce phénomène de migration, de mobilité, ça existe partout dans le monde. C'est très bien. Aux États-Unis, première puissance économique mondiale. En Chine, au Japon, en France, en Allemagne, c'est des choses qui existent. Donc on ne peut pas les freiner, les mouvements de mobilité. Je n'ai pas demandé à les freiner. Moi, j'ai demandé à réformer notre école et à retenir, essayer de retenir une majorité de nos compétences nationales ici au Maroc. L'école, en tout cas, j'ai vu qu'il n'y a pas de lézard, comme on dit. Nabina Bounib, sur tout ce pseudo-débat sur l'introduction de langues étrangères, essentiellement le français pour l'enseignement des matières scientifiques, ça ne vous pose pas de problème? Vous êtes pour? Parce qu'au début, on a dit, peut-être Nabina Bounib, elle a une position un peu ambiguë dans la presse. Non, mais écoutez. Elle veut à la fois dire l'arabité, l'arabe, la langue arabe est importante, il faut la renforcer. Et puis après, vous allez au Japon, un pays développé, ça parle japonais. Vous allez aux États-Unis, ça parle américain ou anglais. Vous allez en Angleterre, ça parle anglais. En France, ça parle français. Pourquoi nous, on devrait parler français ou parler anglais? On devrait pouvoir parler... Moi, je suis pour l'ouverture sur les langues, parce qu'une ouverture sur une langue, c'est une ouverture sur une culture, sur un savoir, sur beaucoup de choses. Mais Bourdieu et les autres vous diront qu'il n'y a aucun pays qui puisse se développer sans sa langue maternelle. Sans sa langue maternelle. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on enseigne en langue arabe? Aujourd'hui, dans les classes, on enseigne la darija. On n'enseigne pas l'arabe. Et notre école est pauvre. L'arabe que nous enseignons ne transmet pas les valeurs qu'on attend, les valeurs de solidarité, d'humanisme, de confiance en soi, et puis d'esprit critique, tout ça. Notre école en arabe ou en n'importe quoi ne nous transmet pas ça. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on enseigne? Maintenant, dans quelle langue? Bien sûr, dans les langues qui sont officielles, qui sont... Est-ce qu'il faut, comme dans beaucoup de pays dans le monde, c'est important ce que vous dites, Nabina Bounib, je suis dans votre raisonnement, qu'il faut aussi avoir des intellectuels, qui se cachent d'ailleurs, qu'on ne voit pas trop aujourd'hui, mais qui soient chargés aussi de réfléchir à la rénovation de la langue. L'enrichissement de la langue. Dans tous les pays du monde, tous les ans, on se réunit et on dit, voilà, il y aura tant de X mots qui vont être introduits, qui vont venir enrichir la langue. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion à mener dans ce sens? Bien sûr, mais vous savez, la langue, c'est aussi, ça évolue parallèlement à l'évolution du pays. Quand dans le monde, les Arabes étaient à l'apogée des sciences, de l'astronomie, de la physique, de la médecine, de la chimie, etc., le monde parlait arabe.
Je ne sais pas si vous le saviez, pour étudier les sciences, il fallait connaître l'arabe. Sinon, c'est pas possible. Donc aujourd'hui... Ça, c'était avant. Oui, c'était avant. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'anglais, l'espagnol, le Aujourd'hui, français c'est l'anglais, dans l'ordre ou le désordre. Exactement. Mais donc aujourd'hui, il faut réhabiliter notre langue. Il faut que cette langue transmette les sciences, les valeurs, les savoirs, etc. et permette la construction de cet être citoyen éclairé que nous voulons. Aujourd'hui, ça forme des individus qui ont un déficit en savoir, un déficit éthique, un déficit dans plein de choses. Donc c'est une école qui devrait être revue, révisée, complètement pour aller vers l'école égalitaire, émancipatrice. C'est pas un problème d'argent public? Pas du tout. Voilà. On va nous dire il y a 5% du PIB qui sont investis, oui, c'est déjà énorme. Milliards de dirhams. Et aujourd'hui, là, franchement, c'est pas possible. Il faut aller vers la compaction de la masse salariale. Moi, je dis non. Dans l'école, on ne réfléchit pas comme ça. L'argent pour l'école, pas de logique économique et financière. Pas du tout. Sinon, on va tomber dans un système qui est déjà là, malheureusement, un système qui est en échec et on va le perpétuer. Donc l'école, il faut trouver l'argent. Il n'est pas question de demander aux familles déjà pauvres de payer des frais. Ça, c'est une ligne rouge. Donc, deuxièmement, contre la mise en place d'une espèce de cotisation, un coût, en tout cas, une charge financière et pour notamment les familles. Par l'élargissement de l'assiette fiscale et éviter l'évasion, la fraude fiscale, etc. On va trouver des moyens. Il faut chercher les moyens pour l'école. Et ce n'est certainement pas en disant qu'on va plus créer de postes budgétaires au niveau de l'enseignement, alors qu'il y a un manque terrible, et on va embaucher les jeunes avec CDD. Vous savez que les jeunes qui ont été embauchés avec un contrat à durée déterminée, certains parmi eux ont été formés non, pas les enseignants-chercheurs, dans les autres cycles, pas à l'université, ils ont été formés en 3 jours. Alors que dans les pays qui ont compris la centralité du système éducatif dans le développement et dans l'élaboration d'un nouveau modèle, eh bien, ils donnent toute l'importance à l'enseignement et à l'enseignant. Ils choisissent les enseignants parmi les meilleurs, ils les forment, et il y a une formation continue qui se poursuit. Aujourd'hui, au Maroc, nous avons 20 à 25 000 départs à la retraite chaque année. Tous cycles confondus. Eh ben, il est temps de les remplacer par l'excellence. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on ne veut pas. Non, mais quand on a voulu les remplacer, je vois avec les enseignants contractuels, ils font grève, ils veulent pas travailler. Contractuels, moi je veux pas. Non, mais pas contractuels. On est dans un pays où le taux de chômage est à 10%. Il faut choisir de très bons éléments. À Singapour, ils ont choisi le top 5 pour qu'ils aillent enseigner. Et ensuite, ils les ont formés et ils reçoivent au moins 30 heures de formation continue par an. C'est comme ça que Singapour et d'autres régions dans le monde... Qu'est-ce que vous pensez, vous, du dossier des enseignants contractuels? Ce sont des jeunes ils veulent pas travailler, qui sont victimes de cette politique qui courbe les chines devant les dictats ils veulent travailler, du FMI et de la Banque mondiale. Bien sûr qu'ils veulent travailler. C'est pour ça qu'ils ont accepté le CDD. Et après, ils se sont dit non, c'est pas comme ça. Il faut qu'on soit intégré à la fonction publique. Il faut qu'on soit formé. Comme leur père et leur grand-père, en fait. Ils veulent en fait avoir les mêmes droits, le même statut au niveau de la fonction publique que leurs aînés. Mais très bien. Mais il faut leur dire que c'est pas possible, ça. Vous le savez que c'est pas possible. Je sais pas, parce que mais non, il y a un déficit. Vous savez, le taux d'encadrement pédagogique au Maroc est très faible. Est très faible. Quand je dis c'est pas possible, c'est que il faut embaucher, au contraire. C'est-à-dire que je pense à toute objectivité que l'État est prêt et disposé à faire des efforts, y compris budgétaires, pour la régionalisation, donc l'autonomie des AREF, les agences régionales, c'est bien ça. Donc ça passe par le recrutement d'enseignants et de nouveaux enseignants, de nouvelles générations. Exact. Mais là, il y a une contrainte financière. C'est que l'État aussi ne peut pas s'engager, ou en tout cas a fait appel plutôt à des contrats contractuels, et non pas à durée illimitée dans le temps. Et je vois pas pourquoi ça pose problème au niveau des enseignants. Parce que ça, c'est un choix libéral. Ultra-libéral, je dirais, qui ne peut pas marcher dans un pays comme le nôtre. Parce que pourquoi ça marche ailleurs? Michel Serres nous dit que si le Maroc connaît une crise où les pays en développement sont en crise, ce n'est pas à cause simplement de leur modèle économique en échec, mais c'est surtout à cause de l'échec du système éducatif. Notre école ne forme plus les compétences qu'il faut en nombre et en qualité. C'est ça notre problème. Maintenant, venir nous dire, dans cette situation désastreuse, qu'en plus, nous n'avons pas d'argent et que les enseignants, on va les recruter en CDD, donc ça va encore affaiblir le niveau. Ces enseignants vont être dans la précarité. Il vaut mieux CDD ou rien du tout? Pas de CDD. Mais pourquoi ça marche en Europe? Mais créer des postes. Mais pourquoi ça marche en Europe? Regardez le taux des CDD. En Europe, il est très très faible. Oui, mais même nous, il est très minoritaire. Mais non, ils ont embauché 55 000 jeunes. Oui, mais on a combien de... Le corps enseignant, il y a combien de profs chez nous?
Combien de profs? Oui, il y a population. 144 000, je pense, enseignants. quasiment. Bah. Il y a 20 000 de départs par an, à peu près. Oui. Eh bien, il faut Donc, les remplacer par l'excellence et les embaucher dans la fonction publique. Vous avez parlé tout à l'heure du rôle de l'État. Le rôle de l'État, il doit s'exercer dans les secteurs vitaux. Et à la tête de ces secteurs vitaux, vous avez l'enseignement et la médecine. Donc l'enseignement, on ne doit pas chercher des solutions de rafistolage. Il faudrait trouver des solutions durables, parce que de ce système éducatif va dépendre le modèle. En préparant l'émission, j'ai vu que vous avez fait souvent des interventions dans les médias en disant ce gouvernement, attention à la dette, attention à l'emprunt, attention à la dette, attention à l'emprunt. Oui. De là, j'ai fait référence en vous disant que je pense que l'État est disposé à faire des efforts budgétaires pour accompagner la réforme de l'éducation et de l'école et tout son redéploiement dans les régions, le recrutement de contractuels. En même temps, je disais, je pense qu'il y a il y a des contraintes budgétaires et des contraintes financières pour pas continuer à endetter l'État. Vous avez aussi été très critique à l'égard du gouvernement Atumani lorsqu'il a été décidé le 1er mai d'augmenter les salaires des fonctionnaires. Vous avez considéré et dit, je cite, que tout ça c'était du pipi de chat, c'est du baba, des basses, voilà. Mais ce truc accessoire, c'est 7 milliards de dirhams, Lamine Amouni. Écoutez, dans une situation où l'État aujourd'hui, l'État Maroc, le pays, la nation, c'est-à-dire l'État, c'est nous tous, ça devient compliqué. Oui. On a une croissance de la dette qui est plus importante que la croissance économique normale. Vous voyez ? Donc, les contractuels, je pense que si l'État avait la possibilité de recruter des enseignants contractuels avec un statut de fonction publique comme avant, il l'aurait fait. Seulement aujourd'hui, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il n'a pas le courage de le faire, ou il est aveugle devant ce qu'il faut faire dans ce pays. Bien, c'est vrai que le constat est là. La dette a augmenté de manière fulgurante parce que on a l'impression que les gens qui sont au gouvernement ne savent pas comment créer la richesse dans ce pays. Ils nous avaient promis une augmentation du PIB, une augmentation de la croissance, etc. Tout ça de 6% de croissance économique. Nous sommes face à un gouvernement de gestion du quotidien. Nous ne sommes pas face à un gouvernement qui a un plan justement de développement pour ce pays, pour essayer de faire avancer un peu les choses dans la bonne direction. Vous êtes conscient qu'il y a des contraintes budgétaires et financières aujourd'hui? Il y a des contraintes, oui, mais c'est pas en privatisant que nous allons résoudre nos problèmes. Ce n'est pas en levant une option envisagée par le gouvernement. Ce n'est pas la démission de l'État qui va nous permettre de résoudre le problème. Nous savons très bien que cette histoire de démission de l'État que nous subissons depuis des décennies, depuis 2008, depuis Margaret Thatcher, Reagan, etc. Donc, moins d'État, allez, on va privatiser, comme ça, on va laisser aux institutions financières internationales, etc., les mains libres pour faire ce qu'elle veut dans ce monde, un monde qui devient un petit peu... Veut, c'est des fois... On l'a vu, la dématérialisation des secteurs publics dans beaucoup de pays dans le monde. Oui, mais c'est une manière d'aliéner, c'est une aliénation. Parce que sont très efficients, les services publics, par exemple. Les transports en commun dans les villes. Oui. Et dans les pays développés, dans les économies développées, il y a les services en commun, les services publics et les transports en commun qui sont très efficients, de très bonne qualité. Ce que vous oubliez de dire, que dans ces pays-là, d'abord, la condition démocratique est là. C'est-à-dire que les gouvernements qui sont en place ont été choisis démocratiquement, que la transparence est là, partout, que ce soit en politique ou en économie, que voilà, il y a des difficultés qui se posent par ce système néolibéral globalisé, on essaie d'y répondre, etc. Chez nous, nous n'avons pas... Comment on fait pour créer la richesse? Qu'est-ce que vous reprochez à ce gouvernement, Atumani? Vous avez dit tout à l'heure, dans son incapacité à créer de la richesse, ou à créer les conditions pour la richesse. Ce que je reproche à ce gouvernement, c'est le fait qu'il soit dans la gestion du quotidien et qu'il va vers les solutions de facilité. Mais quand il augmente les fonctionnaires, est-ce que vous l'avez pas applaudi? Moi, j'appelle pas ça augmentation des fonctionnaires. 500 dirhams par mois. 500 dirhams par mois. 500 dirhams par mois. En janvier 2019, 200 dirhams. Janvier 2020, 200 dirhams. Et janvier 2021, 100 dirhams. Vous appelez ça une augmentation? Secteur privé, c'est zéro. C'est même pas indexé à l'inflation, vous le savez? Ben voilà. Maintenant, l'entreprise aussi, il faut qu'elle devienne citoyenne. Il faut qu'on revoie tout ce système. C'est son carnet de commandes. Non, le carnet de commandes. Si l'entreprise ne dégage pas des profits, elle ne peut pas augmenter les salaires. Je suis pour que l'entreprise puisse aussi faire des profits. C'est normal, c'est sa raison d'être. C'est tout à fait normal. Mais là, qu'on nous dise que nous avons augmenté les salaires, alors que les salaires sont gelés depuis plus de 20 ans. Vous imaginez pour les professeurs universitaires. Les profs universitaires, il y a 40 ans, on était classé 3e sur l'échelle des salaires. Après les ministres. Aujourd'hui, on est 40... dans le monde ou dans la région? Dans notre pays. Ouais. Aujourd'hui, on est 43e.
Les salaires sont gelés, ça fait 20 ans. Vous imaginez, comment vous imaginez un prof qui va faire de la recherche, qui va aller vers les congrès, qui va faire. Pour les salaires pour les salaires des salariés en général, eh bien, ça a été gelé, alors que le pouvoir d'achat augmente de manière vertigineuse, que l'État va vers la gestion déléguée, qui a augmenté la facture de l'électricité et de l'eau, etc. Tout augmente. Et là, on vient nous dire, c'est comme si ce gouvernement se comporte avec les salariés comme si c'était des mendiants auxquels il fallait donner l'aumône. Et c'est comme ça qu'il nous dit 500 dirhams dispatchés en 3 ans, alors qu'ils ont accordé pendant l'été, alors que tout le monde était là absent, une retraite pour les parlementaires, pour des ministres dont on ne voit pas du tout l'efficacité sur la politique générale. Donc moi je dis, ce gouvernement est faible parce qu'il s'est présenté avec un projet plus ou moins défini et qu'il n'applique pas. Or, il applique les directives et les dictats et les politiques d'austérité qui lui sont dictées. Elles sont plus déclarées comme étant politiques d'austérité, mais c'est ce qui fait. Quand l'État, c'est-à-dire abandonne son rôle. En fait, vous en voulez au FMI. Vous faites Nabila Mounib. Est-ce que vous êtes en train de me dire que moi, Nabila Mounib, je fais partie de celles et ceux au Maroc qui disent voilà, on est sous la dictature du FMI. Vous savez, le FMI, si vous leur demandez rien, ils ne vous demandent rien. Oui, mais bon, écoutez. Si vous leur demandez rien, non, mais moi, c'est pas que le FMI. Moi, je vous parle de notre politique nationale, interne, qui est en deçà de ce qu'elle devrait être. Voilà. Parce que les gens, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'intelligence du moment. Les gens ne comprennent pas vers où va le monde. Quelles sont les souffrances de ces Marocains qui protestent au Rif, à Jarada et partout parce qu'ils demandent une école, une route, du travail, etc. Et en attendant, ils vont vous dire on a augmenté les salaires de 500 dirhams pendant 3 ans alors que, messieurs, il y a des profs du primaire qui sont ministres aujourd'hui qui touchent 70 000 dirhams pour ne rien faire. C'est ça là, le problème. Vous diabolisez. Franchement, c'est pas des mesurettes comme cela. Avec ça qu'on va réduire la pauvreté et réduire les grands écarts spatiaux et sociaux qu'il y a dans notre pays. On peut avoir un niveau primaire et devenir ministre. Oui, mais il n'y a pas que le rêve américain, il peut y avoir le rêve marocain aussi. Le rêve marocain du grand vizir, on l'a encore. On a des gens incompétents qui sont à des postes de pouvoir, qui ne savent pas quoi faire de ce pouvoir et qui laissent ce Maroc s'enliser dans son sous-développement, dans sa dépendance. Et quand il y en a qui arrivent, ils vont ouvrir les portes encore à leurs potes de Turquie, qui vont nous vendre n'importe quoi ici, alors que les Marocains ne peuvent pas rentrer comme il faut dans le marché turc. Parce que c'est un marché qui est bien ficelé, qui est bien organisé, et nous on est là. Donc on ne réfléchit pas, on est là dans je sais pas comment je pourrais appeler ça. Les gens, c'est-à-dire qui sont au pouvoir, n'ont pas pris toute la mesure de ce que c'est que d'être dans un gouvernement, même si les pouvoirs ne sont pas séparés complètement. Le personnel politique et les décideurs politiques dont vous faites partie. Oui, moi je décide de rien, je suis pas au gouvernement. Et sont déconnectés des réalités aujourd'hui, ne sont pas dans les enjeux. Oui, ceux qui sont... C'est ce que vous êtes en train de dire. Parfaitement. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la communication et du clic, nous sommes à l'ère de la profusion des savoirs technologiques, scientifiques, etc. Alors que nous, on nous impose une école rétrograde, quand on ferme la porte à la recherche scientifique, on laisse partir nos cerveaux, etc., ces gens-là, ils ne pensent pas. Quand Driss Aberkan nous dit qu'en l'an 2035, la moitié, même plus de 50% des métiers qui existent vont disparaître, que fait ce gouvernement-là? Je vous dis, c'est un gouvernement de gestion du quotidien. Ils sont contents par les salaires qu'ils touchent et par le fait de... je sais pas. Avec l'arrivée de la 5G, tous les grands experts mondiaux, parce qu'on va transiter aussi, écologie, économie numérique, sur le fait que les pays qui vont détenir la 5G, c'est les pays qui vont détenir le monde. D'où la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine. Nous, on fait quoi là à travers? Justement, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on est observateur, spectateur? Qu'est-ce que vous proposez en fait à la matière? Mais celui qui détient le savoir du moment et l'information, c'est celui qui détient le pouvoir. Si nous n'arrivons pas à nous réveiller de cette somnolence, de cette dormance terrible qui nous est imposée par des gouvernements faibles, eh bien, on va rester dépendants. Nous allons rester sous-développés. Je ne sais pas ce que nous allons subir avec le chaos rampant qui est en train de ressortir une nouvelle carte du monde. Déjà, la cause palestinienne, elle est en train de partir dans les vapes. Et les pays avoisinants sont en train d'être coupés et morcelés
Aujourd'hui, nous craignons même pour le Sahara, nous craignons pour l'avenir de notre pays, etc. Parce que face à ce système néolibéral globalisé, face à cette prédation mondiale, Des ressources, nous vous voulez dire sommes démunis. sur les ressources? Sur les ressources, oui. Donc notre seule chance, c'est de mettre en place un État démocratique et de mettre tout le paquet pour réformer efficacement notre école, pour que ce soit une école émancipatrice qui puisse former des têtes à même de réfléchir sur les solutions appropriées à notre temps. Ma question, c'est le fait que la loi cadre aujourd'hui soit toujours dans les tiroirs de la commission en charge de l'éducation. Mais la loi cadre n'est pas une solution, nous l'avons rejetée. Je sais pas, c'est une anti-solution à ce qui se passe. En tout cas, je crois savoir quelque chose dans les tuyaux aujourd'hui, c'est renforcer l'apprentissage de la langue française dès les deux premières années au niveau de l'école primaire. Et avec 8 heures par semaine. Je crois que c'est un truc qui va être distillé, qui est actuellement d'actualité. Mais simplement, pour venir, comme vous dites, renforcer la langue française, franchement. Il faut renforcer la langue arabe et la langue française et la langue anglaise aussi, qui est la langue des sciences aujourd'hui. C'est-à-dire, ça devrait nous amener à revoir tout ça. C'est pas que renforcer. Oui, on était sur les... Il faut réformer. Qu'est-ce qu'on enseigne pour former qui? Quel citoyen pour quelle société? C'est ça la réponse qui n'est pas aujourd'hui prête. Est-ce que vous, qui êtes à la fois chef de parti, qui êtes dans l'enseignement, je rappelle, vous êtes prof universitaire, on parlait de la 5G, des nouveaux métiers. Monsieur Driss Aberkan, c'est pas 50%, parce que je pense que de métiers qui vont disparaître, c'est beaucoup moins, a priori. Mais simplement de se dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, compte tenu qu'on n'est même pas fichu de se mettre d'accord pour rénover l'école. On n'est même pas fichu pour se mettre d'accord, pour sortir sur le débat absurde sur les langues. Donc, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire quand vous dites qu'il y a urgence, sortir de la somnolence pour agir? On fait quoi? Écoutez. Concrètement, on fait quoi? Non, concrètement, qu'est-ce qu'on disait avant? Est-ce qu'on dit aujourd'hui? Vous savez les Espagnols, ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous, voilà, dans un horizon de 5-10 ans, notre économie doit être robotisée à hauteur de 30%. Ils y sont aujourd'hui. Tout en favorisant l'emploi c'est une démocratie. Non, mais au niveau économique. Oui, mais au niveau économique. Moi, je vous dis que l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le pays, que ce soit au niveau éducatif ou au niveau économique, social, etc., c'est le résultat de choix qui ont été opérés. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas su faire. Oui, mais la 5G qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? La 5G, elle nous dépasse tous. Et je pense que la 5G, peut-être, elle va nous donner une claque dont peut-être qu'on va se remettre et qui va nous faire comprendre enfin que notre pays ne peut avancer que si on avance sur le plan politique vers la vraie démocratie. Aujourd'hui, les choix qui ont été opérés sont des choix qui ont été faits sciemment. Donc aujourd'hui, si notre école est là, c'est parce qu'on a toujours voulu réunir le trio pauvreté, analphabétisme et maladie. Et les gens, ils n'ont plus le temps de penser politique et la politique se fait contre eux et malgré eux et sans eux. Aujourd'hui, il faut rétablir le climat de confiance et comprendre que notre État est menacé comme tous les autres par justement le chaos rampant, par justement par les défis, par les grands défis mondiaux, par le 21e siècle. Il y a des pays qui se lamentent pas. Oui, par la crise climatique, par la crise migratoire, par tout ça. Mais les pays ne se lamentent pas. Mais pour s'en sortir, oui, mais ils travaillent. Ils travaillent beaucoup. Ils sont pas en train de se dire le modèle démocratique, le modèle politique, les élus dans les régions. Ils sont en train de perfectionner l'État démocratique, l'État de droit. En tout cas, ils se mettent à travailler. Ils partagent parce le que travail, l'état de droit, c'est pas quelque chose de statique. Ça peut continuer d'évoluer, sortir des lois pour protéger les gens, pour garantir la compétitivité véritable, etc. Ces lois-là, et si on ne comprend pas que la mise en place de l'état de droit, c'est la garantie pour libérer les potentialités et pour pouvoir mettre en place un modèle de développement qui tourne en rond parce que les richesses du pays sont allées vers les mêmes. D'ailleurs, l'HCP le dit, il y a 150 familles qui se sont enrichies grâce à la rente, etc. Non, il faudrait qu'ils rendent compte, terminer, il faut mettre fin à la rente, au monopole, etc. Et ouvrir le pays pour pouvoir laisser les investisseurs marocains, d'abord, avant les étrangers, innover, faire des choses. Mais et l'État, son rôle doit être d'accompagner, d'être là, l'État stratège, et pas un État démissionnaire qui laisse des gens profiter des richesses et ne pas du tout penser à la redistribution de ces richesses, chose qui menace aujourd'hui la cohésion sociale, parce que vous savez aujourd'hui ce qui se passe, ce n'est pas rien. Parce que si dans le monde entier, il y a un retour de l'autoritarisme, on parle de sécurité, de paix internationale, c'est les maîtres mots aujourd'hui. Au Maroc aussi, on parle ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine et l'Iran, pardon. La paix, on la veut, mais la paix, elle a un coût. C'est-à-dire les équilibres sociaux
quelle que soit la vision Macro ou le et micro. modèle, bien sûr, il faut les équilibres, pas seulement macro, mais les équilibres sociaux. Il faut penser à tout le monde. Il faut pas laisser beaucoup de gens C'est pour ça les qu'il faut laisser pour compte. C'est pour ça qu'il faut produire, comme ça. on va Non, c'est pas redistribuer. question de produire. Non. Il faut assainir. Il faut de la transparence. La 5G, au moins aujourd'hui, autant de l'intelligence artificielle, ça va nous amener, malgré ce que veulent les décideurs, à plus de transparence. Plus de transparence, ça va amener les gens à payer leurs impôts, à déclarer mieux, à agir. Donc pour moi, il faut mettre en place un modèle. Et les points d'entrée, elles sont d'abord politiques, elles sont d'abord éducationnelles. Justement. Donc il faut aller vers cette réforme de ces deux grands chantiers. Comme ça, on va rétablir la confiance et les Marocains seront peut-être capables de mettre en place leur modèle, un modèle qui pourrait être copié par l'Algérie, qui aujourd'hui bouillonne et pour laquelle nous souhaitons Chaque pays a la son- mise en place d'un État démocratique pour qu'on puisse peut-être demain, pourquoi pas mettre en place un grand Maghreb, complémentaire, solidaire, etc. C'est notre chance. Mais il faut la saisir, il faut pas rester dans l'hésitation, il ne faut pas rester en train d'essayer de préserver les intérêts de certains. Il faut penser à la préservation des intérêts de tous les Marocains. Justement, par rapport à la préservation de tous les intérêts des Marocains, très souvent, les politiques, ils servent à rien ou ils servent pas à grand chose. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Oui. C'est un petit peu, les opinions qui s'expriment ici et là, y compris sur les réseaux sociaux. Je crois d'ailleurs que ce soir même, Oui. il y a une conférence organisée par l'association Tizi sur faut-il supprimer les partis politiques. Oui. Voilà, il y a carrément Et des vous conférences savez, un peu là-dessus. Mais c'est le moment de se dire Vous aujourd'hui. savez que le réhabilite- fait de taper sur le politique Oui. et de faire que toutes C'est les devenu manifestations, c'est devenu le sport national, d'ailleurs. les manifestants qui sortent, ils leur disent attention, si vous êtes avec un parti, on va pas résoudre vos problèmes, etc. Donc le fait de dépolitiser les manifestations publiques, de taper sur les politiques, c'est une très très mauvaise chose parce que ça entrave ce petit chemin qui a été entrepris vers la voie de la démocratisation du pays. Il n'y a pas de politique avec les technocrates seuls. La politique se fait avec des hommes politiques, mais des hommes qui doivent être légitimes, redevables devant les citoyens, parce que nous, aujourd'hui, il n'y a pas. On Comme ne peut Saladin pas. Latmani, par exemple. Ben oui, bien sûr qu'il faut. Saladin Latmani, c'est quelqu'un d'honnête, mais il faudrait qu'il présente des comptes par rapport au Non, mais projet. au niveau de son parti en tant Oui. qu'homme politique, je ne parle pas en tant que chef de gouvernement. Oui. On en avait parlé tout à l'heure. Est-ce que vous considérez que c'est l'exemple à suivre? C'est un modèle en tout cas. Qui est un modèle Saladin Latmani. Pas du tout. Moi, je du veux tout. un chef de Nabil gouvernement. Benarbla est un modèle. Pas du tout. Aïssa Khenouch est un modèle. Non. Mohamed Lansal est un modèle. Certainement pas. Nabila Mounib. Peut-être pas aussi. Ah bon, parce vous que... aussi Ah bah oui. Non, mais je Ah vais bah, on vous est dire bien lotis, pourquoi. donc, en fait, il faut supprimer les partis alors. Non, c'est pas ça. Il faudrait que la politique ait un sens. Qu'est-ce qu'ils ont comme idéologie? Très souvent, les attaquent en disant voilà, aujourd'hui, ils n'ont plus aucune idéologie. Pas du tout, On mais voit même tout pas la ça, différence c'est entre le PSU, Ça, c'est le l'intox de PPS, l'information. l'USFP, C'est l'intox de l'information. l'Istiqlal, Non, pas Ouais. du tout. Quelle est la Comment ça, différence une entre le intox PJD, par exemple, et le PSU Ben nous Sur sommes le terrain idéologique. sur le terrain idéologique. Nous sommes pour l'égalité homme-femme, par exemple. Nous sommes pour la vraie justice sociale. La justice sociale, on ne peut pas la concevoir. Est-ce que le PJD est contre? Il est contre quand il privatise l'enseignement et la santé. Il est contre parce qu'on ne peut pas. Ce sont les deux piliers pour réussir la justice sociale, c'est-à-dire garantir un enseignement de qualité gratuit et une santé gratuite de qualité pour tous les citoyens. Ça veut dire que si Nabila Mounib, et c'est tout le mal, et je dis bien Oui. tout le mal que je vous souhaite, Oui. Nabila Mounib, demain, elle est nommée chef de gouvernement, il n'y aura plus d'établissement privé Pas du scolaire tout, chez mais nous. pas du tout. Mais vous dites, Nous sommes pour un modèle mixte. C'est-à-dire C'est-à-dire que nous sommes pour que l'État assume ses responsabilités pleines Ouais. dans les domaines vitaux, Oui. et nous sommes pour un privé qui doit être, c'est-à-dire qui travaille dans la transparence totale, avec une possibilité de compétitivité, une fin de la rente, avec une justice qui soit autonome pour qu'il n'y ait pas de problème, et pour qu'on puisse donner la même chance Qu'est-ce qui change d'accès. Ma question, qu'est-ce qui changerait entre ce que vous mettriez en place au niveau éducatif et ce que Saladin Latmani fait, parce que vous avez dit qu'en fait le PJD Saladin Latmani Oui. privatise l'enseignement et Oui. que vous, et c'est le libéralisme, c'est l'ultralibéralisme. Qu'est-ce que vous feriez vous? Moi, c'est la aujourd'hui, réhabilitation. En 2021, lorsqu'il y a Oui. les élections législatives anticipées, hop, c'est le PSU qui arrive en tête Bah, et c'est la Mounib qui est L'un nommée des plus grands chef de gouvernement. chantiers, c'est la réhabilitation de l'école publique marocaine et de l'université publique. Et vous avez- C'est-à-dire, on trouve l'argent, on crée des postes. C'est-à-dire, s'il vous plaît. Le budget de l'État, il Oui. est ce qu'il est. Oui. Il faut essayer de le renflouer. Comment? Il faut 90% du budget de l'État, c'est les recettes fiscales. On fait comment? Plus de recettes fiscales, plus d'impôts, bien sûr plus de recettes fiscales, Plus et d'impôts. plus de création de richesses. plus de pression fiscale, Moi, je pense que plus d'impôts. pas que ça.
D'accord. Pas que ça. C'est quoi, Bien sûr concrètement que plus d'impôts. Il faut agir à différents niveaux. Je vous ai dit tout à l'heure, Oui. il faudrait revoir les accords de libre-échange. Il faut encourager les entreprises marocaines, les petites et moyennes, les micro-entreprises, Tout etc. ça va demander beaucoup de temps. Il y a des Mais urgences au niveau des. Mais le du budget premier d'État, c'est chaque chantier année. à initier, Oui. c'est celui de la réhabilitation de l'école publique, c'est-à-dire une école de qualité, finie la voie avec un enseignement à plusieurs vitesses. Il faudrait Ce que vous disiez, mais- mettre de la qualité dans justement, l'enseignement, revoir tout ça est possible, il y a des gens qui peuvent le faire, revoir les manuels, l'excellence du corps professoral, qu'est-ce qu'on enseigne, etc. Bien sûr, c'est un chantier qui va nous donner des fruits à moyen terme. Bien sûr, c'est pas tout de suite, Faut 20 mais ans. c'est aujourd'hui Faut 20 qu'il ans. faut initier. Mais le- 20 mais ans, le redressement- mais c'est mieux que 60 ans que nous avons perdu à Sauf rien que- faire, sauf- alors que notre école, sauf que le c'est la dernière sauf que le- sur sauf que- la zone MENA. Le redressement économique, il attend pas, il peut pas attendre 20 ans, lui. On Mais va pas bien rester sûr. dans cette situation économique pour 20 ans de plus, mais simplement sur l'idéologie. Oui, Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, oui. beaucoup ont l'impression qu'il n'y a plus d'idéologie politique. Écoutez, Et que aujourd'hui, tout le monde. tout le monde Non. s'appelle Kamel, tout le monde s'appelle Ahmed, tout le monde s'appelle Leïla, Non, et mais qu'en ça, fait, c'est c'est tout pas la même chose. ce qui Voilà. dérange. Ce Oui. qui dérange aujourd'hui, c'est ce néolibéralisme rampant qui arrive et qui passe sur tout. C'est-à-dire tous les acquis sociaux, etc., sont en perte de vitesse. Quand vous dites ça, Quand ça veut on dire parle quoi de la retraite, Oui. on parle des salaires, Sur les- on sur- parle sur la- de la valeur travail Sur par la- rapport à la valeur sur la du re- capital. Sur les retraites, on fait quoi? Pardon? Sur les retraites, on fait quoi? Le patron de la CIMR a fait une sortie il n'y a pas très longtemps. Oui. Il a annoncé un peu la couleur. Hein. Bah, dit, il a lancé une- faudra travailler plus. Est-ce que vous considérez qu'effectivement, Moi, il je faudra pense que travailler ça, c'est plus une- départ à la retraite qui serait ramené à 63, 64, 65 ans, Écoutez, comme en Allemagne d'ailleurs. C'est vrai que l'espérance de vie augmente, mais c'est Oui. pas le seul problème pour qu'on nous demande de travailler plus. Vous êtes Aujourd'hui, pour au ou contre, Maroc, vous ils sont en train de réformer les retraites sans nous dire où est parti l'argent de la retraite. Mais il y a le moins- Il y avait bien des... Non, c'est pas que question De cotisants, de cotisants, de pas du ratio, tout. Non. un actif pour. Ben voilà, il y a eu de l'argent qui s'est évaporé. Les fonds d'investissement qui étaient chargés de faire fructifier Oui. justement tout cet argent-là Oui. qui avait été déposé en attendant la retraite, Ouais. où est-ce qu'il est parti? On ne répond pas aux Il a questions essentielles. Ils vont nous dire, la caisse est vide, alors vous travaillez jusqu'à mourir en classe, peut-être 65 ans, debout, et vous tombez Vous êtes pour ou contre vous? Moi, je suis contre, bien sûr que Parce je que suis c'est- contre, parce que je suis pour le renouvellement des élites. On va pas garder un prof. En cas, vous savez ce que c'est que l'enseignement? Jusqu'à 65 ans, je pense 60 ans, c'est suffisant pour moi, qu'il y ait de l'oxygène qui circule et qu'on forme des qu'est-ce- gens comme il faut. Qu'est-ce qui est le plus fatigant, être maçon ou être enseignant? Bah, bien sûr que la pénibilité d'un Parce que je sais pas maçon, quand vous elle avez est dit terrible. rester donner des Oh là cours oui, pour- mais et l'enseignement, enseigner c'est jusqu'à difficile. 65 ans. Moi, je me dis, c'est difficile. surtout, S'il surtout y a pour le des maçon, gens c'est le qui plus sont, difficile, à qui mon sont avis, hein. en forme, qui veulent, ça devrait être un choix et pas être imposé à tout le monde parce que on ne peut pas. Donc pour moi, un projet de développement pour le Maroc devrait tenir compte de plusieurs facteurs et surtout essayer de définir quelles sont les priorités. Pour moi, les priorités au Maroc, c'est d'abord des priorités politiques. Il faut arrêter avec ce système de passe-droit, de clientélisme et aller vers la démocratie. Le deuxième, c'est celui de former des élites honnêtes, bien formées, Qui vont être formées où? etc., des compétences Qui vont être formées où? dans l'école publique. D'accord, Dans ouais. l'école publique. Et arrêter justement ce flot, ce tsunami d'universités Vous savez que- privées, vous savez- etc. Vous savez que pendant très longtemps, les élites, elles étaient formées dans les partis politiques. Je trouve que là aussi, Oui. quand vous dites l'État se défausse en privatisant l'école ou la santé, j'ai l'impression aussi que les partis politiques se dédouanent aussi. Non, vous vous êtes, avez- vous êtes débarrassé. écoutez, non. Quand je dis vous, c'est les partis politiques, hein, pas spécifiquement le PSU. Vous êtes débarrassé aussi de ça, dans Non. l'incapacité de faire grandir l'homme intellectuellement avec un grand H. Ben non, la Parce qu'il y gauche avait non. toute une La élite. gauche c'est l'école, justement, de l'encadrement, etc. Mais on n'est pas chargé que d'encadrer nos militants. Normalement, le rôle d'un C'est parti l'encadrement des politique qui se populations. respecte, voilà, Oui, on est bien d'accord. doit encadrer les populations. Moi, dernièrement, j'étais parti à Aqsar el-Kbir pour donner une conférence dans une fac. Le doyen, il a entendu que je venais, il a fermé la fac un mardi, il a donné congé à ses étudiants. J'ai vu en préparant l'émission que j'ai vu votre photo, une photo d'Amina Moulib qui circulait en voilé. C'est peut-être cette photo-là qui l'a fait Mais perdre. écoutez, nous, on est un peuple sous-culturé, etc. Donc, on est là, en tout train cas, de voir que revenons- les images voilées ou pas voilées. Vous Moi, l'avez je vu sais cette pas. photo, non? Qui a fait le buzz, Moi, bad je crois que buzz, je sais pas. j'étais dans un cimetière. On est allé enterrer un camarade, un ça, c'est jeune marrant, qui a ouais. fait un accident. Il faut respecter le lieu où on se trouve, etc. C'est là où Mais la photo moi, a été prise. Moi, je suis pour C'est là que où la photo a été prise. Oui, oui. Moi, je suis pour que la femme porte ce qu'elle veut, là où elle veut, quand elle veut, et pas que des ignares lui imposent ce qu'elle doit faire.
Et ça aussi, c'est une grosse entreprise, parce que si on veut voir le Maroc évoluer, il faut que la femme marocaine puisse prendre la place qui est la sienne, c'est-à-dire la meilleure place. Les femmes sont premières en physique, en maths, en tout. Et pourquoi elles disparaissent des postes de pouvoir? Pourquoi elles disparaissent de la politique? Parce que nous sommes dans une société patriarcale qui, pour elle, la femme doit Est-ce que rester c'est pas un peu trop facile, ça? sous tutelle. Non, Moi, non, là, non. Mais les femmes sont en train de se libérer. Moi, je suis convaincu, je ont suis égalitaire là-dessus, mais quand je vois ce qui se passe au niveau de la FEM, la situation des femmes chefs d'entreprise. Mais déjà, la FEM, la création de la FEM elle-même, au départ. Je sais pas si vous avez écouté les débats, oui, j'ai suivi, mais moi, pour moi. On se dit quelque part, si vous avez imaginé l'homme sur sa terrasse de café, après la rupture, après le photo, qui prend son café, qui se dit, regardez ces femmes. Ouais, mais les hommes elles font se pire. Les hommes font pire parce que non. Elles veulent du pouvoir, elles veulent ci, elles veulent les hommes font pire parce que l'espace extérieur pendant des décennies, pendant 14 siècles, enfin pour les hommes arabes, ça a été pour eux. Donc aujourd'hui, les femmes sortent avec beaucoup de courage pour créer leurs associations, que ce soit des femmes chefs d'entreprise ou des femmes qui créent des associations de droit, etc. C'est magnifique et ce sont des outils fondamentaux pour changer ce pays et changer la société vers plus d'égalité, vers la démocratie. Donc les femmes, ce qui s'est passé au niveau de la femme, c'est un peu normal. Mais c'est aussi le réveil. Est-ce que vous condamnez ça? Mais bien sûr, tout doit se faire dans l'art et la manière. Parce là, que, ça manque d'art et de manière. Je pense quelque part. Parce que le fait d'être exigeant au niveau compétences, etc., c'est très important. Et ne pas mettre n'importe qui à la tête de n'importe quoi, ça aussi, c'est quelque chose. C'est une évolution. Il fallait que les femmes on a mis n'importe quel, n'importe qui, n'importe quoi. Je ne peux pas juger parce que je ne connais pas mais ce qui a été dit, c'est qu'il y a un problème d'incompétence. Mais si on commence à regarder du côté de la compétence, on est sur la bonne voie, mais il faut l'art et la manière. Parce que là, c'est entre femmes. Hein. C'est pas entre femmes, c'est une association importante quand même. Ben oui, même importante et qui, bien sûr, qui a 20 ans et qui était Chez les hommes, les combats sont beaucoup plus durs. Ben, il y a vous parlez au niveau de la CGM, par exemple. Ben oui, bien sûr. Vous en pensez quoi du patron des patrons d'ailleurs? Je n'ai rien à penser parce que moi, je rêve encore au patronat, au service de la société. Et pas simplement au service du patronat. D'accord, donc voilà. Un patronat qui soit beaucoup plus ouvert, plus solidaire, sur le tissu économique et sur la société citoyen, dans son ensemble. Exactement. Plus national sur le plan, c'est-à-dire réfléchir en tant que nation et non pas en tant que. En tant que nation, il faut réfléchir aujourd'hui en tant que continent plutôt. Et qu'on a la d'avoir marre des gens qui ont un champ de réflexion qui est limité. Non, mais en tant que continent, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Si on arrive justement à réussir. Parce qu'il faut avoir une réflexion continentale ce retour vers l'Afrique qui a déjà démarré, ça fait quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, il y a des compétences marocaines qui peuvent aider justement à l'émergence de cette Afrique qui souffre encore de mafia-Afrique, qui souffre encore de pas mal de mots. Des compétences africaines de pays africains qui peuvent aussi compétences extraordinaires. Nous aider à l'interne. Eh ben oui. On fait juste avec les élections législatives 2021. Oui. Ambition, parce que je me suis dit, je suis tombé sur un chiffre, je me dis, non, Nabil Amouni ne m'a pas pu dire ça. Vous ambitionnez, toute la gauche réunie, de drainer 3 millions de voix. Vous l'avez dit? Je l'ai dit dans un contexte particulier. Ah, voilà. Aujourd'hui... Parce que quand j'ai vu ça, je me dis, ou elle l'a pas dit, ou c'est une fake news. Écoutez, aujourd'hui au Maroc, nous avons près de 26 millions de Marocains qui sont en âge de participer aux élections. Un peu plus de la moitié sont inscrits et l'autre ne sont pas inscrits. Donc moi, je m'imaginais, avec un parti, le PJD, là, aux dernières élections, il avait obtenu 1,5 million de voix. 1,5 million de voix, ça lui a permis d'arriver premier. Sur les 6 millions de voix comptabilisées, donc, et sur les 26 millions, si on fait le calcul, il n'a que 6% des voix du Maroc. Mais il est terminé, c'est le parti. Moi, j'imagine que si les Marocains, s'il y a une prise de conscience extraordinaire et qui dit que les Marocains se disent, bon voilà, quand même, hein, on va s'engager. On va plus laisser la politique se faire à nos dépens, on va participer à cette politique. Imaginez que les 13 millions qui ne sont pas inscrits ou 14 millions s'inscrivent et qu'ils aillent voter. Si on arrive à avoir 1,5 million de voix, on est premier, mais ça ne résout pas le problème parce que vous êtes obligé de constituer un gouvernement avec tout le monde. Sinon vous n'êtes pas dans le gouvernement. Et si vous arrivez à avoir 3 millions de voix, c'est pas impossible. Si les Marocains veulent, bien sûr qu'ils... Personne ne l'a fait jusqu'à présent. Hein. Personne ne l'a fait parce que tout a été fait pour que ça ne se soit pas fait. Mais vous, comment vous comptez c'est-à-dire la carte politique en Maroc, elle est tellement découpée à l'infini. Aucun parti ne puisse rêver arriver majoritaire, etc. Mais de toute façon, quel que soit X, dans la situation actuelle, même avec 3 millions de voix, vous n'avez pas les coups des franches pour pouvoir faire ce que vous voulez. Objectif raisonnable pour vous, 3 millions de voix?
Mais bien sûr, si les Marocains veulent, mais bien sûr. Donc, mais dans l'état actuel des choses... Dans l'état actuel de la gauche. Dans l'état actuel de la gauche, elle a subi plusieurs attaques, notamment les années de plan, je ne vais pas rappeler ça, la participation en 98 et la participation qui continue. Aujourd'hui, avec donc l'USFP, la gauche, elle est balkanisée, oui. La gauche, elle a été affaiblie, il y a eu la cooptation de pas mal d'élites de gauche, etc. Donc tout ça a asséné à la gauche marocaine un coup terrible. D'autant plus que la gauche à l'échelle mondiale, en essayant de s'acclimater avec le néolibéralisme, a fini par abdiquer face à ce néolibéralisme. Donc il y a une reconstruction de la gauche qui est entamée. Nous aussi, nous sommes dans cette optique-là de renouveau de la gauche. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les priorités, etc. Vous avez trouvé des priorités? Bien sûr. Vous avez trouvé les matériaux de reconstruction? Mais bien sûr, les matériaux de reconstruction sont en train. C'est une recherche qui se fait à l'échelle mondiale. Le Maroc aussi, il est là, avec nos camarades dans la région maghrébine et arabe, avec nos partenaires, parce qu'on participe aux congrès internationaux et régionaux, etc., de la gauche. Donc, tout ça, c'est une réflexion que nous menons avec eux. Et nous pensons aujourd'hui que face, justement, à l'hégémonie de ce monde néolibéral, il y a une réponse à gauche qui doit être trouvée pour plus de justice sociale, plus de justice écologique, pour réussir justement cette transition écologique et réussir justement la possibilité de préserver la paix dans le monde, il faut une redistribution des richesses. Tout ça, on y réfléchit. Mais il faudrait que l'on puisse justement avoir accès à ce peuple marocain pour parler, ouvrir des espaces de débat un peu partout. On n'a pas toujours la possibilité de le faire. On le fait beaucoup plus que les plus grands partis qui se disent gros au Maroc. On le fait plus qu'eux. On bouge plus. Présent sur le terrain. Bien sûr, on est plus présent dans le terrain, mais il faut que les Marocains puissent se réconcilier avec la politique. Et ça, c'est pas que nous qui allons réussir ce challenge. Rumeur, info ou fausse info sur Omar Balafrèche qui aurait démissionné de la Fédération de la gauche démocratique? Mais pas du tout. Omar, Omar, il a démissionné du bureau politique parce que la charge de travail qu'il a au sein du Parlement ne lui laisse pas le temps de venir assister aux réunions hebdomadaires. En tant que député, il est débordé. C'est par honnêteté. Il a dit, moi, je ne viens pas. Pourquoi vous allez me compter comme membre du bureau politique? Je ne peux pas venir. Alors que nous, lorsque nous avons élu le bureau politique, nous avons élu 7 personnes pour remplacer ceux qui ne pourraient pas venir. Il n'y a pas de l'eau dans le gaz élus. Il n'y a pas de l'eau dans le gaz avec Omar Balafrèche. Pas du tout. Déjà parce que vous n'avez pas beaucoup de députés. Je me dis, si en plus il y a un député qui Mais pas du tout. Démissionne, il est fier d'être député au nom de la FGD avec Chnaoui. Ils font un travail extraordinaire, un travail que ne font pas certains groupes parlementaires. Vous imaginez? Donc en tout cas, tout est normal. Non, tout est bon. Il n'y a aucun souci. Et prêt pour 2021? Prêt, plus ou moins. Oui. En tout cas, vous préparez à être prêt. Mais parce que l'environnement général n'est pas bon. Aujourd'hui, nous sommes sur une approche globale pour préparer les élections. Ce n'est pas seulement préparer les profils. On a toujours préparé de bons profils honnêtes avec un master minimum, etc. C'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est revoir les lois concernant les partis politiques, la charte électorale, le découpage électoral, le mode de scrutin, etc., pour sortir de ce contrôle de la carte politique et aller vers plus de transparence pour pouvoir garantir des élections libres et transparentes. C'est ça qui va nous permettre d'avoir les voix dont vous avez parlé. Vous serez candidate? Je ne sais pas. Il y a énormément de profils extraordinaires, exceptionnels. Nous avons constitué la section des ingénieurs du parti, la section des avocats, la section des enseignants du supérieur. Les jeunes, ils sont formidables. Donc vous allez soutenir et accompagner, encadrer les jeunes. Exactement. C'est ça, oui. A priori. Oui, exactement. En tout cas, merci à vous, Nabila Mouni. Merci pour cette invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du PSU, le Parti Socialiste Unifié. Merci beaucoup et belle journée, Nabila Mouni. Merci à vous. Merci.